Oh mais ça va, puisque je te dis que je le pensais pas, tu vas quand même pas faire la gueule toute la journée. Non mais tu plaisantes, j'espère. Tu t'es entendu un peu? Comment as-tu pu me dire de telles horreurs sans sourciller? Enfin quoi, je suis ton grand-père quand même. Ah mais oui je sais, mais en même temps j'étais énervé, mais à force de me gonfler en même temps, fallait bien que ça finisse par arriver. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour toi, me faire traiter de la sorte, je n'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie. Ok, bon, c'est bon, j'ai compris, stop. Papy, je te présente mes plus plates excuses, voilà. T'es content? Tu as raison, je ne suis qu'un ingrat, et jamais, au grand jamais, je n'aurais dû te traiter de... Ah non, ne le redis pas, hein, surtout pas. De toute façon, inutile de te confondre en excuses, tu as dit ce que tu avais à dire, alors maintenant, si tu le veux bien, je m'en vais, parce que si ce que tu penses, tu viens de le dire, eh bien il me semble que tu n'as pas besoin de moi. Bon, eh ben écoute, je voulais pas en arriver là, mais puisque visiblement tu me laisses pas le choix, je vais devoir passer au plan B. Le plan B? Mais quel plan B? Puisque de toute façon, y a pas moyen de se faire pardonner, autant changer de méthode pour employer quelque chose d'un petit peu plus... radical. Waouh! Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas quand même pas... Ne bouge surtout pas, papy, ce sera très vite fini, et normalement, si je fais bien le travail, ça devrait pas trop faire mal. Je crois. Mais enfin, mais t'es devenu complètement fou, tu vas quand même pas faire ça! Arrête, non, s'il te plaît, non, fais pas ça! À tout de suite, papy. Oubliette! Tiens, papy, déjà réveillé. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, bonjour. Qui êtes-vous? Oh non, merde. Papy! Oh, papy, je suis là! Oh! Non mais c'est pas vrai, t'es pas sérieux, tu te souviens pas de moi? Non, jeune homme, c'est la première fois qu'on se voit, mais c'est un plaisir. Mais enfin, mais je suis Xio, je suis ton petit-fils! Vraiment. Et, qui suis-je? Oh putain, ouais non mais là on est pas dans la merde. C'est un endroit pour le moins étrange, non? Tu habites ici? Ok, eh ben on a du boulot. Alors on y va. Alors comme ça les amis, vous voulez votre ultime revanche. Alors comme ça, après avoir été vaincu 6 fois avec les 6 précédents tomes, vous vous dites que cette fois ça y est, c'est votre moment. Cette fois c'est sûr, c'est la bonne. Alors comme ça les reliques de la mort, vous le connaissez tellement sur le bout des doigts que vous êtes capable de réciter chaque réplique du livre à l'envers tout en rotant et en faisant le poirier. Et c'est très bien, oui c'est vraiment très bien et c'est même plutôt impressionnant je dois dire. Mais est-ce que vous êtes sûr que ça fait de vous des experts? Oh, pardon, je vous prie de m'excuser, c'est à moi que vous parlez? Non papy, c'est à eux que je parle. Mais je ne vois personne. Vous parlez souvent, tout seul comme ça? Eh bah oui, ça arrive souvent, oui, c'est même notre métier. Enfin bon bref, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Car oui, pour la toute dernière fois, je vais vous soumettre 20 anecdotes sur Harry Potter, 20 révélations que je suis sûr vous n'avez jamais entendues. Et au passage, on va en profiter pour voir si ça peut permettre de rendre la mémoire à papy, parce que bon, ce serait quand même pas mal. Et évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire votre note dans les commentaires pour savoir si oui ou non j'ai remporté mon pari. Et si je regarde l'heure alors que j'ai pas de montre, eh bien il me semble que c'est l'heure de commencer. Alors on va pas perdre une minute de plus et on va y aller. Voici 20 révélations que vous n'avez jamais entendues sur Harry Potter et les reliques de la mort. Numéro 1. Tout d'abord, est-ce que vous savez pourquoi le film Les Reliques de la Mort a été coupé en deux? Parce que c'est pas anodin, c'est l'un des tout premiers films à faire ça dans une saga. Et en fait, la raison, eh ben, elle est toute simple. C'est pour faire 2 fois plus d'argent avec un seul livre. Non, papy. En fait, c'est parce que le dernier livre étant tellement consistant et tellement riche en informations extrêmement importantes, et en scènes qu'on ne pouvait absolument pas couper sans compromettre l'intégralité du récit, parce qu'absolument tout ce qu'il y a dans le bouquin est important pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, au bout du compte, ce n'est pas moins de 500 pages de scénarios qui ont été écrites pour Harry Potter et les reliques de la mort. Ce qui nous amenait à un film d'une durée d'environ 5h30. Ah bah ouais, j'avoue que j'adore aimer Harry Potter, je suis pas sûr que je serais allé le voir celui-là. Hein. C'est comme qui dirait un tout petit peu trop long, hein. Et c'est tout simplement pour cette raison qu'il a été coupé en 2 parties. Ah mais oui, c'est très malin. Et en plus, ça permet aussi de faire 2 fois plus d'argent avec un seul livre. Le monde est bien fait. Oui, c'est aussi pour l'argent, oui, on va pas se mentir. Mais en même temps, nous, ça fait qu'on a 2 films au lieu d'un. Eux, ils se font de l'argent, nous, on a 2 films. Enfin voilà, tout le monde est content, quoi. Et attendez, je remarque un truc, c'est moi ou quand on parle d'argent, papy il retrouve un peu ses esprits là. Ça vous ennuie pas si j'essaye un truc? Numéro 2. Est-ce que vous saviez que Rupert Grint et Emma Watson ont chacun touché un cachet de 30 millions de dollars pour les reliques de la mort? Et oui, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt pas mal. Et si cette somme vous semble déjà extrêmement impressionnante, mais mes petits agneaux, vous êtes tellement pas prêts pour ce qui arrive. Parce que bien évidemment, à votre avis, qui a eu un cachet encore plus élevé que les 30 millions de dollars de Emma Watson et Rupert Grint? Ce n'est quand même pas Harry Potter. Eh bah si, bien sûr que si. Comme Daniel Radcliffe jouait le rôle principal, celui qui apparaît
apparaît le plus souvent à l'écran, ce ne sont pas moins de 50 millions de dollars qui ont été touchés par le jeune acteur. De quoi bien commencer dans la vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 50 millions de dollars? Tiens, moi je crois que je serais absolument irresponsable, je ferais complètement n'importe quoi. Mon premier réflexe, ça pourrait carrément être de faire construire une statue de 20 mètres à mon effigie, en or, hein, bien sûr, sinon c'est pas marrant, et je la mettrais, bam, au milieu du village où j'habite. Voilà. Que je rebaptiserais Xiodiland, d'ailleurs, soit dit en passant. Oui, parce que j'achèterais aussi tout le village, oui, bien sûr. Et ma psy qui arrête pas de me dire que je suis complètement mégalo et narcissique, je vois absolument pas de quoi elle parle. Enfin bref, et toi, papy, tu ferais quoi alors? Par les pognons, est-ce que ça te remet pas un peu les idées en place? À quoi est-ce que ça sert, ça? Bon, et bah tant pis, au moins on aura essayé. Attendez, qu'est-ce qu'il fait avec sa pipe là? Non, papy, non! Numéro 3. La plage où Dobby est enterré dans Harry Potter et les reliques de la mort est une vraie plage que vous pouvez visiter et qui se trouve en Angleterre, mais est-ce que vous saviez qu'elle a été en proie à une horrible catastrophe écologique à cause des fans de Harry Potter? Et oui, car la plage de Freshwater West, tel est son nom, est devenue un véritable lieu de pèlerinage pour les Potterheads du monde entier. Et ce ne sont pas moins de 750 000 visiteurs qui font le déplacement chaque année pour se recueillir sur la tombe de l'elfe de maison. Nom d'un best-seller, ça fait beaucoup là, non? C'est beaucoup, oui. Et le problème à la limite, c'est pas tellement le nombre de visiteurs qui venaient, c'est plutôt que chacun de ces 750 000 visiteurs avait tendance à venir avec un petit cadeau pour déposer sur la tombe de Dobby, à savoir évidemment une chaussette. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, la plage est devenue une véritable déchetterie à ciel ouvert remplie de chaussettes sales qui allaient parfois dans la mer et qui détruisaient littéralement l'écosystème de la plage. Pour vous dire, la situation devenait tellement préoccupante pour cet endroit que Wizarding World a été obligé de faire un communiqué public pour demander aux gens d'arrêter de faire ça. Il a même été question de déplacer la tombe de Dobby pour qu'elle soit placée à un endroit où c'était un peu moins craignos, où les chaussettes pouvaient pas finir dans la mer. Sauf que pour les gens, bah ok, vous avez mis un mémorial là, mais le vrai endroit c'est là, donc c'est là qu'on va venir déposer nos chaussettes. Bah oui, bien sûr, du coup ça a pas marché. Et aujourd'hui, grâce à des bénévoles qui nettoient régulièrement la plage un petit peu tous les jours, grâce aux consignes et aux panneaux qui demandent aux gens de ne rien laisser sur place, le phénomène a heureusement largement diminué. La plupart des visiteurs se contentent maintenant de prendre des photos ou de laisser des pierres décorées en hommage à Dobby, ce qui est déjà infiniment moins polluant, donc même si c'est pas parfait, on va pas se plaindre. Numéro 4. Et puisqu'on parle de lieu de tournage, est-ce que vous saviez que le manoir des Malfoy existe pour de vrai? Et que vous pouvez même aller le visiter si vous voulez, puisqu'il s'agit d'un musée du textile qui s'appelle le Hardwick Hall. Et alors, même si l'intérieur n'a pas servi de lieu de tournage, puisque l'intégralité des scènes qui se déroulent dans le manoir des Malfoy ont été tournées en studio, ce qui se visite aussi, soit dit en passant, dans le Warner Studio Tour de Londres, il n'empêche que l'intérieur du Hardwick Hall vous dira sans doute quelque chose, étant donné que les studios se sont largement inspiré de ce château pour créer ses décors. Et c'est pas tout jeune le Hardwick Hall d'ailleurs, puisque sa construction a pris fin en 1597, et au départ c'était la demeure de Bess de Hardwick, qui n'était ni plus ni moins que la femme la plus riche de tout le pays, juste après la reine Elisabeth I elle-même. Et ouais, rien que ça, ouais. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, prochain voyage que j'organise en Angleterre, il se pourrait bien que j'aille y faire un tour. Numéro 5. Bon allez, dernier lieu de tournage et après on passe à autre chose. Je sais pas pour vous, mais moi il y a un décor qui m'a toujours vachement impressionné dans les Reliques de la Mort partie 1, et c'est celui-ci. Juste après que Ron abandonne Harry et Hermione, il se retrouve sur une falaise super bizarre, toute blanche avec des sortes de fissures de partout. Et aussi impressionnant et étrange que ce décor puisse paraître, c'est un décor qui existe pour de vrai. Et il se trouve à Malham Cove, non loin de la ville de Malham, à peine 20 minutes de marche en réalité, et si un tel endroit a pu exister sur Terre, c'est à cause de l'érosion. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'eau, en ruisselant sur les roches toutes blanches comme ça, qui sont principalement composées de calcaire, ont creusé tout un tas de petits sillons qui ont formé ensuite ces espèces de fissures. Principalement parce que l'eau dans cette région a été rendue acide à force d'absorber du dioxyde de carbone, et c'est ce qui forme ce genre de structure qu'on appelle un lapiaz. Oui, c'était la minute science de l'émission. Mais si vous avez la flemme d'aller jusque là-bas et que vous voulez quand même prendre de belles photos dans un endroit similaire, vous avez de la chance puisqu'en France, on a aussi plusieurs lapiaz, principalement en montagne, notamment dans les Alpes. Comme ça, vous pourrez faire vos plus belles photos et faire croire à tout le monde que vous avez été sur un lieu de tournage Harry Potter alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Et ça, c'était la minute escroquerie de l'émission. Numéro 6.
Alors, pour celle-là, ça va aller super vite. Est-ce que vous saviez que la scène où Bellatrix torture Hermione dans le manoir des Malfoy est une improvisation? Vous le saviez pas, ça, hein? Dans le manoir des Malfoy, quand Harry, Ron et les autres se font enfermer dans les sous-sols, on peut entendre Hermione qui hurle à cause de Bellatrix, et quand on revient sur elle, on voit que Bellatrix a gravé le mot Mudblood, donc sang de bourbe en version française, sur le bras de Hermione avec son couteau. Ce qui n'était pas du tout prévu dans le script. C'est Emma Watson et Helena Bonham Carter qui l'ont proposé directement sur le tournage, ce qui a été ensuite gardé au montage final parce que l'idée était tout simplement géniale. Et voilà, c'est tout. En même temps, je vous avais dit que ça irait super vite. Allez, suivant. Numéro 7. Parmi les scènes cultes des Reliques de la Mort, je pense qu'on peut assez facilement mettre dans le top 5 la scène du baiser entre Ron et Hermione. En même temps, c'est normal, hein, quand on l'a vu pour la première fois, ça faisait des années qu'on les voyait se tourner autour, les deux là. Ça a commencé à peu près au Prisonnier d'Azkaban, donc ça faisait longtemps que nous aussi on attendait ça. Autant vous dire que c'était pas trop tôt. Mais, est-ce que vous saviez que cette scène a été l'une des scènes les plus difficiles à tourner pour les deux jeunes acteurs? Eh bah oui, parce que Rupert Grint et Emma Watson, ils se connaissaient depuis très longtemps à ce moment-là. Et ils n'avaient jamais envisagé quoi que ce soit entre eux. Ils se considéraient comme frères et sœurs, donc le fait de devoir s'embrasser, forcément, c'était très embarrassant pour eux. Tellement embarrassant que quand ils ont finalement réussi à tourner la scène, ils ont été pris d'un petit rire gêné et nerveux à la fois. Et si vous êtes très attentif, vous aurez remarqué que ce petit rire a été gardé au montage final, parce que le réalisateur trouvait que ça accentuait la complicité entre les deux personnages. Alors que ça non plus, c'était pas du tout prévu, c'était vraiment totalement spontané de la part des acteurs, et c'est peut-être ce qui fait que ça rend aussi bien, c'est peut-être parce que c'est un vrai rire nerveux qu'on voit à ce moment-là. Bon allez papy, ça quand même, ça devrait marcher, non? Ça te rappelle pas ta rencontre avec mamie? Ah oui, mamie, c'est vrai, je me souviens maintenant. Ah bah super, voilà, on progresse. Elle me donne toujours un petit chocolat quand je lui rends visite. D'accord, bon, je me disais bien aussi que c'était trop beau pour être vrai. Et là, il parle de sa grand-mère à lui. Eh mais d'ailleurs, ça me fait réaliser un truc là. Attendez, faut que je vérifie un truc, j'en ai pour 2 secondes. Dis-moi papy, quel âge est-ce que tu penses que tu as là en ce moment? Bah 8 ans et demi, pourquoi? Ah oui d'accord, c'est un peu plus grave que ce que je croyais en fait. Eh ben on va continuer alors, hein, parce que là ça va pas du tout. Numéro 8. Quand Harry, Ron et Hermione se font avoir par les rafleurs, avant d'être emmenés dans le manoir des Malfoy, est-ce que vous vous souvenez des noms qu'ils utilisent pour cacher leur véritable identité? Harry dit qu'il s'appelle Vernon Dudley, et Hermione prétend être Pénélope d'Eauclair. Et autant Vernon Dudley, on voit très bien à quoi ça fait référence, autant je suis pas sûr que vous sachiez qui est Pénélope d'Eauclair. Parce que c'est pas un nom que Hermione a inventé, ça, c'est un personnage qui existe vraiment dans l'univers d'Harry Potter, et qui n'est nul autre qu'une élève de Poudlard, une serre d'aigle pour être plus précis, mais surtout, c'est la petite amie de Percy Weasley. Et d'ailleurs, si c'est le premier nom qui vient en tête d'Hermione au moment où on lui demande comment elle s'appelle, c'est pas pour rien non plus, c'est parce qu'elle la connaît vraiment plutôt bien apparemment, et ça on le sait parce que dans la chambre des secrets, Pénélope d'Eauclair est l'élève qui a été pétrifiée en même temps qu'elle. N'empêche, vachement sympa Hermione hein, d'attirer l'attention des mange-morts et des rafleurs sur Pénélope d'Eauclair qui a rien demandé. Déjà que c'est la copine de Percy Weasley, comme si elle avait pas déjà souffert cette gamine, il faut rajouter ça en plus. Non, pas cool Hermione, hein, franchement pas cool. Numéro 9. Au tout début des Reliques de la Mort, Harry fait la connaissance de Elphias Doge, le meilleur ami de Dumbledore quand il était à Poudlard, et il affirme qu'il est sans doute, en dehors de son frère bien entendu, celui qu'il a connu le plus longtemps. Ce qui est amusant parce que c'est aussi le cas des deux acteurs qui les jouent dans la vraie vie, puisque David Rial et Michael Gambon ont fait leur début au cinéma ensemble. Ils ont joué tous les deux dans Beaucoup de bruit pour rien en 1967, et ils ont aussi partagé de nombreuses scènes dans The Singing Detective en 1986. Deux films que j'avoue j'ai absolument pas vu pour le coup et dont j'avais jamais entendu parler avant de trouver cette anecdote, mais faut reconnaître qu'elle est plutôt cool. Numéro 10. Dans ce film, on parle beaucoup des contes de Beedle le Barde, et plus particulièrement du conte des trois frères, mais est-ce que vous savez qui est Beedle le Barde? Oh c'est vrai, tu vas nous lire une histoire? Non. Oh... Eh bah t'es un méchant pavot qui pue d'abord! Eh bien tu sais quoi, tu as parfaitement raison. En même temps je vais pas t'en vouloir, vu ce que je t'ai balancé tout à l'heure, je pense que je mérite bien ça. J'ai pas compris. Et c'est très bien comme ça. Dans l'univers de Harry Potter, Beedle le Barde est un sorcier anglais du 15e siècle. Un sorcier qui aimait les moldus, ce qui n'était pas vraiment courant à l'époque, et qui était surtout fasciné par leur ingéniosité. Un petit peu comme Arthur Weasley quelque part. Et pour ce qui est de son nom, apparemment il serait inspiré d'un moine anglais qui a vécu au 7e siècle, et qui s'appelle
l'appelait Bède le Vénérable, qu'on connaît principalement parce qu'il était auteur et dramaturge en son époque, et c'est ainsi que l'auteur Bède le Vénérable est devenu l'auteur Beedle le Barde dans l'univers de Harry Potter. Comme ça, la boucle est bouclée, et ça, franchement, je pense que vous le saviez pas. Numéro 11. Ok, celle-là, je l'adore, c'est peut-être ma préférée, alors accrochez-vous parce que vous allez voir que ça donne le vertige. Est-ce que vous saviez que Harry Potter et les Reliques de la Mort détient encore aujourd'hui le record du monde absolu du meilleur lancement pour un livre, toutes catégories confondues, avec plus de 15 millions de ventes en seulement 24 heures, ce qui est un succès absolument colossal, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente à peu près 173 livres vendus chaque seconde. Donc à chaque fois que je claque des doigts là, il y a 173 livres qui sont vendus. Voilà. Et si on prend maintenant l'intégralité de la saga, on estime que c'est pas loin de 600 millions de livres Harry Potter qui ont été vendus dans le monde. Si on les empilait les uns sur les autres, ça ferait une pile de livres qui mesure 9000 km de haut. Tenez, regardez, j'ai fait un schéma à l'échelle pour ce qui est de la hauteur, ça donnerait un truc qui ressemble à ça. Mais c'est un truc de fou. Pour rappel, la station spatiale internationale, elle est à 400 km de haut. Donc Thomas Pesquet, il l'aurait regardé comme ça, la pile de livres Harry Potter. Dis donc Houston, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? C'est 1000 fois la hauteur du mont Everest. Oh la vache, vous voyez quand je vous disais que ça donne le vertige? Je vous mentais pas. Numéro 12. La salle sur demande des Reliques de la Mort est bourrée de références aux précédents films. Lorsque Harry est en train de chercher le diadème de Serre-d'Aigle au milieu de tout ce bric-à-brac, et que Drago débarque pour emmerder le monde, hein, comme d'habitude, on peut s'amuser à mettre le film sur pause de temps en temps pour essayer de retrouver quelques objets qu'on connaît bien, comme le miroir du Reset juste là, ou encore des pièces d'échecs de l'échiquier géant qu'on peut voir à plusieurs moments. Mais on peut aussi voir le squelette qui était accroché au plafond de la salle de classe de Lockhart, ainsi que ses lutins de Cornouailles, même si c'est un peu plus facile à voir, la réserve de potions du professeur Rogue, les yeux noirs et bizarres qu'il y avait dans la classe de Maugrey Folleuil, et clairement je vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Dites-vous bien que la salle est littéralement remplie d'objets qui ont servi dans les précédents films, et que ça représente un volume d'environ 72 containers d'objets divers et variés qui viennent d'un peu partout, qu'on a vidé dans cette salle et mis en bordel pour créer ce décor. Et faut reconnaître que l'effet est particulièrement réussi. Numéro 13. Bon, je connais mon papy, réfléchis, s'il y a bien un truc qui est capable de lui faire retrouver un peu ses esprits, je pense que c'est de parler des fesses de quelqu'un. Alors c'est pas que ça m'enchante, mais on y va. Rupert Grint et Emma Watson ont tous les deux fait une révélation assez drôle lors d'une interview. C'est que comme le tournage comprenait de nombreuses scènes en balai volant, il fallait que les balais soient confortables. Parce que pour les besoins du tournage, ils avaient besoin de rester parfois plusieurs heures assis dessus. Et comme le but c'était pas non plus de se retrouver avec des escarres au cul, hein, disons les termes, les deux acteurs ont eu l'occasion de réaliser un moulage de leurs fesses pour que la forme du balai épouse parfaitement la forme, de leurs fesses. Un petit peu comme ce que peuvent faire les cyclistes professionnels pour avoir une selle très adaptée. Et là, papy, normalement, c'est ton truc, les fesses. Allez, papy, s'il te plaît, les fesses. T'as dit fesses? Quoi, toujours pas? Non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Ah, si, je sais. Numéro 14. Est-ce que vous saviez que le symbole des Reliques de la Mort est inspiré du symbole de la pierre philosophale? C'est pas forcément évident quand on les sépare, mais quand on se les met tous les deux en face des yeux, on le remarque immédiatement. Ce qui n'est pas si étonnant que ça finalement, parce que les Reliques de la Mort et la pierre philosophale, c'est un peu basé sur le même principe. D'un côté, vous avez les Reliques de la Mort qui permettent de dompter la mort et de devenir le maître de la mort, et qui peut même permettre de lui échapper, et de l'autre, vous avez la pierre philosophale qui permet de produire l'élixir de longue vie, qui permet également d'une certaine manière d'échapper à la mort. Ce qui fait que ça a du sens et que ça se tient carrément, et moi j'avoue que je trouve ça particulièrement intéressant. Et toi papy, t'en penses quoi? Je sais pas, mais par contre par terre j'ai trouvé ça. À quoi ça sert? Ok, tant pis. Suivant. Numéro 15. Les films Les Reliques de la Mort ont tous les deux été réalisés par David Yates, qui a aussi réalisé L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé et les 3 films Les Animaux Fantastiques. Youpi! Mais est-ce que vous saviez que les Reliques de la Mort auraient pu être réalisées par Guillermo del Toro ou M. Night Shyamalan? Parce qu'il se trouve que ces deux réalisateurs ont manifesté leur intérêt pour réaliser ces deux films. Et alors pour ceux qui voient pas qui c'est Guillermo del Toro, c'est celui qui a réalisé Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau, Pacific Rim, L'Orphelinat, le film Frankenstein qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix, et plein d'autres trucs que je ne saurais tous citer parce qu'il y en a trop. Et pour ce qui est de Shyamalan, c'est lui qui a fait Le Village, Sixième Sens,
la trilogie incassable Split et Glass, ou encore Sign, pour ne citer que cela. Et ces deux réalisateurs sont principalement connus pour être des maîtres de l'horreur et de l'épouvante. Et qu'on soit clair, j'adore les versions de David Yates, y a pas de débat là-dessus, mais par contre, j'avoue que j'aurais adoré voir une version de Harry Potter les reliques de la mort par Shyamalan ou Del Toro. Une version Harry Potter vachement plus sombre, presque un peu horrifique, à la fois entre le fantastique et le film d'horreur, un petit peu comme ce qu'on pouvait avoir dans L'Orphelinat justement. Perso, je vois ça d'ici et je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, j'aurais adoré voir ça. Numéro 16. Parmi les révélations les plus dingues de Harry Potter, je pense qu'il n'y en a aucune qui arrive à la cheville de la révélation sur Rogue à la fin des Reliques de la Mort. Non mais je me souviens qu'à l'époque c'était un truc de malade. Non mais comment ça, Rogue depuis le début en fait il est gentil et en plus il est amoureux de la mère de Harry. Et comment ça, Alan Rickman il était au courant de tout ça depuis le début? Parce que oui, vous le saviez peut-être pas, mais Alan Rickman, donc l'acteur qui joue Rogue, était au courant de ce secret depuis le tout premier Harry Potter. Et il était le seul à le savoir. J.K. Rowling lui avait dit parce qu'elle trouvait que c'était hyper important pour l'acteur de le savoir, pour qu'il puisse interpréter au mieux son personnage. Il fallait qu'il connaisse la raison de son comportement avec Harry notamment, le pourquoi du comment qui fait que le jeu d'Alan Rickman est bourré de subtilité. Même les différents réalisateurs qui se sont succédés ne savaient pas. Et Alan Rickman leur a même dit « Vous en faites pas, faites-moi confiance, je sais ce que je fais », en gros, pour le personnage de Rogue. Parce qu'il ne devait le dire à absolument personne. Parce qu'au final, c'est ce qui fait que quand on a appris la vraie raison, on a pu revoir toute la saga en se disant « Ah mais d'accord, et ça c'est pour ça, et puis ça aussi là, je comprends beaucoup mieux maintenant, tout est clair !» Ce qui nous prouve qu'en plus d'être un bon acteur, Alan Rickman est aussi un excellent gardien du secret. Peut-être qu'ils auraient mieux fait de choisir Rogue les Potter au final, au lieu de prendre Peter Pettigrew. Après d'un autre côté, Rogue il est tellement un bon gardien du secret que personne sait qu'il garde bien les secrets. Ah c'est pas évident, c'est pas évident. Numéro 17. Lors de la bataille de Poudlard, Voldemort a débarqué avec tout un tas de saletés pour l'aider à prendre l'école. Oui, parce qu'il peut pas prendre une école tout seul, il faut qu'il vienne avec des détraqueurs, des araignées, mais aussi des géants. Et justement, puisqu'on en parle, est-ce que vous aviez remarqué que les géants sont venus avec des armes un petit peu bizarres? Bah oui, en même temps on voit que ça. C'est vrai. En revanche, est-ce que vous savez ce que c'est? On dirait un peu des sortes de haches, c'est plutôt joli je trouve. Eh bah non. Et je vous avoue que là je prends un petit risque, hein, parce que s'il faut, c'est ultra évident pour tout le monde, et y a que moi qui suis un gros débile qui avait pas compris ça alors que tout le monde l'a vu. Ce sont des poteaux de Quidditch qu'ils sont allés arracher sur le terrain de Poudlard pour pouvoir taper tout le monde avec. Rassurez-moi s'il vous plaît, dites-moi que vous non plus vous aviez pas compris ça. Ah ouais, si, je suis le seul, vraiment? Bah non, y a moi aussi qui avait pas compris. Ouais, enfin te vexe pas papy, mais en ce moment on peut pas dire que tu comprennes grand chose non plus, donc enfin, c'est pas grave, on continue. Numéro 18. À un moment donné, quand Harry parvient à revenir à Poudlard, on assiste à un duel d'anthologie. Et il y a plein de choses à dire sur cette scène mythique de la saga Harry Potter. Tout d'abord, Alan Rickman a déclaré que la scène avait été particulièrement difficile à tourner pour lui, parce qu'il avait tellement d'estime et de respect pour Maggie Smith que de pointer une baguette sur elle et de devenir menaçant avec elle, ça a été très compliqué pour lui, même si c'était pour de faux. Et il a eu beaucoup de mal à faire semblant de vouloir s'en prendre à McGonagall. Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est surtout sur ce qu'il s'est passé lorsque Severus a contré les sorts de McGonagall. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il déviait les sorts sur les deux mange-morts qui sont derrière lui afin de les neutraliser avant de s'enfuir? C'est un geste qui va super vite, donc on peut clairement avoir vu 100 fois le film sans jamais l'avoir remarqué, et pourtant c'est bien là, ce qui nous indiquait du coup légèrement en amont de la big révélation, la véritable allégeance du professeur Rogue de manière extrêmement subtile. Et moi j'adore ça parce que c'est grâce à ce genre de détails qu'on peut voir et revoir Harry Potter sans jamais se lasser. C'est parce qu'on finit toujours par découvrir un truc qu'on n'avait jamais remarqué avant. Et ça, messieurs, dames, ça c'est beau. Numéro 19. Allez, cette fois j'essaye de vous surprendre pour de bon. Est-ce que vous saviez que Nagini existe pour de vrai? Et que c'est même pas un serpent en plus? Ah bah là, à mon avis, si vous aviez tout bon jusqu'à présent et que vous saviez tout sur tout, laissez-moi vous dire que votre règne prend fin maintenant. Bougez pas, je vous montre. Dans la vraie vie, Nagini, c'est ça. Oh mais c'est dégoûtant, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce qu'on appelle un tardigrade. Enfin,
une espèce de tardigrade, parce qu'il y en a plein, et ce sont des scientifiques de l'université de Jyväskylä, en Finlande, qui l'ont découverte, et qui l'ont appelée Nagini en hommage à l'univers de Harry Potter. Et là, bon, je sais ce que vous vous dites, attendez, c'est quoi le rapport entre ce truc-là et Nagini? Ça n'a aucun sens. Ben justement, vous allez voir, parce qu'il y a une vraie raison à ça. Parce que le tardigrade, c'est une espèce microscopique qui se déplace sur 4 paires de pattes, et il se trouve que quand il marche, ce tardigrade-là, on a un peu l'impression que ses pattes disparaissent en dessous de son corps. Ce qui, selon les scientifiques qui l'ont découvert, leur faisait penser à Nagini qui a perdu ses bras et ses jambes lorsqu'elle est devenue un serpent, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Nagini. J'ai rien compris. Ouais, non, c'est vrai qu'il est un peu chelou quand même, leur raisonnement, hein. C'est comme si moi je prenais, je sais pas, tiens, ça, là, voilà, ce truc-là, et que je disais, mais dis donc, on dirait pas un peu Poudlard? Parce qu'il y a une tour là, un peu quand même, non? Avec un petit truc qui fait pchit pchit là. Ça vous rappellerait pas un peu, je ne sais pas, la marque des ténèbres? Non mais sérieux, c'est complètement débile. Dites-le les gars, que vous êtes des fans d'Harry Potter et que vous vouliez à tout prix donner un nom en rapport avec Harry Potter à ce truc. On vous en voudra pas, parce que nous aussi on est fans d'Harry Potter. Enfin quoi, c'est tout ce qui compte. J'ai toujours pas compris, mais par contre j'ai fait des jolis dessins. Regarde, ça c'est un arbre, ça c'est le soleil, et ça c'est moi et mon armée plus tard quand je serai grand en train de tuer tout le monde. D'accord, bah écoute, c'était apparemment bien ancré depuis le plus jeune âge, hein, le fait que t'étais un grand malade. Non mais c'est bon à savoir, hein, comme ça au moins on est fixé. Et enfin, numéro 20. Bon allez, cette fois c'est la dernière, il faut pas se planter maintenant. Bon papy, regarde-moi. Oui. Et non. Non mais regarde-moi je te dis, là, là. Oh mais quoi? On n'a plus qu'une seule chance pour que tu redeviennes toi-même, d'accord? Alors tu vas m'écouter, ok? Non, j'ai pas envie. Oh mais non, mais c'est pas vrai papy, reviens ici tout de suite. Je suis là. Coucou. C'est pas vrai. Bon, écoute papy, si tu écoutes bien et que tu es très attentif, je te laisserai peut-être jouer avec... ça, tiens, voilà. Oh, c'est beau, dis donc, c'est quoi? C'est ma baguette magique, je te laisserai jouer avec pendant 5 minutes si tu veux. Oh oui, je veux jouer avec, oui. Mais faut bien écouter d'abord. Bah mince alors, il est presque mignon comme ça. Bon allez, c'est parti. Est-ce que tu savais que la séquence animée qui représente le conte des 3 frères dans les Reliques de la Mort était un hommage à un vieux film de 1926 qui s'appelle Les Aventures du Prince Ahmed? Et si vous voulez le voir, il est très facile à trouver sur YouTube, gratuitement même. Et effectivement, on reconnaît bien le style du conte des 3 frères, le style graphique en tout cas. C'est un film muet bien sûr, un des tout premiers films d'animation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été entièrement fait en ombre chinoise avec des personnages découpés dans du papier. Et très franchement, moi je vous encourage vraiment à aller au moins jeter un petit coup d'œil, hein, peut-être pas le regarder en entier, parce que j'ai peut-être un petit peu indigeste aujourd'hui, mais franchement, du peu que j'ai vu, je trouve que ça se regarde pas si mal. Et voilà, c'est terminé. Alors papy, comment tu te sens? Est-ce que par hasard t'aurais retrouvé la mémoire? Non. Mais j'ai été très sage, hein, t'as vu? Du coup, est-ce que je peux avoir la baguette, s'il te plaît? T'avais promis. Ah oui, c'est vrai. Tiens, la voilà. Oh, merci, youpi, ouais, youpi. 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 Dis donc, petit con. Tu m'avais traité de quoi, déjà? Oh non, c'est pas vrai.